Créé en 1921, le musée de l'air et de l'espace est l'un des plus anciens musées aéronautiques au monde. Situé au Bourget dans l'ancienne aérogare, le musée conserve les collections d'aérostations, d'aéronautique et de l'espace. Des pionniers de l'air jusqu'aux avions à réaction, c'est tout le développement de l'aviation qui est présenté dans ce musée hors norme. Nous avons rendez-vous avec Marie-Laure Griffaton, directrice du département scientifique et des collections, pour faire un pas au musée. Le musée conserve deux avions tout à fait emblématiques. Il s'agit du Concorde 001 et du Concorde Sierra Delta. Donc le premier prototype est un avion de ligne. Le Concorde 001, c'est évidemment un avion très important pour l'histoire de l'aviation mondiale, puisque c'est un avion supersonique de passagers. C'est un programme en fait franco-britannique qui sera ensuite opéré notamment par British Airways et Air France. Ce qui a rendu cet avion particulièrement célèbre, c'est déjà le fait qu'il soit supersonique. Alors, il y avait déjà à l'époque des avions supersoniques, notamment des avions militaires comme le Mirage 4. Et le Concorde, par contre, a été développé au fur et à mesure des années. Son premier vol d'essai, c'est en 1969. Donc Concorde est aussi très, très mythique, j'allais dire, par déjà sa silhouette extrêmement particulière avec son aile delta tout à fait imposante, et puis son fameux et célèbre nez qui se cassait. Ici, entre les deux premières et la troisième glace, vous voyez une sorte de joint. Il s'agit de la visière qui va, à l'arrivée, se glisser comme ça sur le nez va se baisser pour permettre au pilote d'avoir une meilleure vision de la piste. Le Concorde a une position à l'atterrissage avec son aile delta qui ne permettrait pas au pilote de voir directement la piste. Donc c'est tout à fait indispensable d'avoir ce nez qui se casse pour qu'il puisse avoir une vision et atterrir en toute sécurité. C'est un avion qui mettait 3h30 pour faire Paris-New York, c'est évidemment assez incroyable. À l'époque, les autres avions mettaient à peu près 8h50, donc c'est sans commune mesure. Par contre, évidemment, il consommait beaucoup de carburant, il était relativement bruyant. À partir du moment où il y a eu la crise du pétrole, notamment, l'utilité de Concorde a été un petit peu moins probante. Par ailleurs, les communications se sont développées avec Internet, donc les moyens en fait, de communiquer avec l'outre-Atlantique étaient tels que Concorde avait perdu un petit peu de son utilité majeure. C'est la raison sans doute pour laquelle il a été arrêté en vol commercial à partir de 2003. Nous sommes ici dans le Concorde, cet avion qui était supersonique et qui volait jusqu'à Mach 2, c'est-à-dire 2200 km/h, 2 fois la vitesse du son. Quand l'avion passait ce mur du son, il y avait un fameux bang qui était très connu. Mais en fait, on le percevait très peu à l'intérieur de l'avion. C'est la raison pour laquelle il y a ces petits écrans qu'on appelle les machmètres qui permettaient aux voyageurs de surveiller l'évolution de la vitesse. Ici, nous sommes devant le Jaguar A91. C'est un avion tout à fait exceptionnel, sans doute un des très rares au monde dans les musées à porter les traces du combat encore sur son fuselage. C'est un avion qui a reçu un missile le 17 janvier 1991, le premier jour de la guerre du Golfe, alors que le territoire du Koweït était envahi par les Irakiens. Il a été touché par un missile irakien qui n'a pas explosé, mais il a très fortement touché son réacteur. Heureusement, le pilote a pu se poser indemne en rejoignant une base de cours, car il a préféré ne pas s'éjecter au-dessus du territoire ennemi. Dans le hall Cocard, nous présentons toute une série d'avions militaires depuis la Seconde Guerre mondiale, avec notamment l'Ouragan, le premier avion français à réaction militaire.
Nous avons aussi le prototype du Mirage 2000 ou par exemple le Mirage Cristal qui est assez étonnant puisqu'à travers sa paroi en plexiglas, on peut voir toutes les composantes à l'intérieur d'un avion. Donc ce hall permet de voir toute l'évolution des avions de chasse notamment, et il est très complémentaire des avions que l'on présente sur le tarmac, avec notamment un certain nombre d'étendards, de super-étendards, un Rafale, et puis bien sûr aussi des avions militaires de transport comme le célèbre Transal. Et puis nous avons sur le tarmac également un certain nombre d'avions civils comme par exemple les très célèbres Canadair, qui sont les avions qui permettaient de lutter contre le feu, sans compter des avions de l'aéronaval comme par exemple le Neptune. Donc on a une très belle gamme différente d'avions de toutes les périodes qui permettent de voir leur évolution technologique. Deux avions sont particulièrement spectaculaires. Il s'agit du 747, du Boeing, que l'on peut d'ailleurs visiter. Ça fait partie des lieux très prisés du public puisqu'on rentre véritablement dans un avion. Il s'agit d'un des premiers gros porteurs, et il y a aussi son équivalent mais avec une capacité encore plus grande, c'est l'Airbus A380 qui est vraiment un des clous de la collection du musée de l'air et de l'espace, avec une dimension absolument considérable, plus de 80 mètres de long. C'est un avion particulièrement impressionnant qui lui-même était un gros porteur, avec comme particularité d'être deux ponts sur toute sa longueur, ce qui n'était pas du tout le cas du 747. Depuis 1983, le musée de l'air s'est ouvert à la dimension spatiale. Il est devenu à cette occasion le musée de l'air et de l'espace. Ce hall qui a été rénové en 2000 est tout à fait étonnant puisque en fait on se promène quasiment dans les airs par un système de passerelles, et on peut y découvrir toute la conquête spatiale. Alors depuis les périodes de la Seconde Guerre mondiale, où on a fait toute une série de tests sur les fusées, jusqu'aux lanceurs sondes comme la fusée sonde Véronique. Puis ensuite, on va trouver toute l'évolution de la conquête spatiale, avec notamment la capsule Soyouz, qui est une pièce majeure des collections du musée. C'est la capsule qui a été utilisée par trois cosmonautes, Jean-Louis Chrétien et deux cosmonautes russes, pour en fait la mission en 1982 qui leur a permis d'aller sur Salyut 7. Donc c'est vraiment la première fois qu'un cosmonaute français et même européen allait dans l'espace. Donc c'est un moment tout à fait majeur de cette histoire de la conquête spatiale pour nous. Ici, on voit la combinaison Sokol russe utilisée par Jean-Louis Chrétien pendant son voyage dans l'espace en 82. Ces combinaisons sont utilisées quand les conditions sont particulièrement critiques. Donc on voit le manomètre pour surveiller la pression, les gants très bien vissés pour qu'ils restent bien sûr étanches, et puis un petit miroir sur la manche pour permettre aux cosmonautes de vérifier en fait l'ensemble de sa combinaison, sachant que évidemment on a des difficultés à se mouvoir dans ce type de combinaison, donc c'est bien utile d'avoir un miroir qui leur permet d'avoir une vision périphérique. Un espace a été récemment ouvert pour tous les publics. Il s'agit d'une médiathèque ludothèque
Le but est de compléter la découverte des collections par une possibilité de consulter un certain nombre d'ouvrages, alors à la fois spécialisés, mais aussi des ouvrages, des BD, des mangas, des ouvrages de science-fiction. Et puis de découvrir un certain nombre d'audiovisuels. Alors le public peut s'installer confortablement dans des sièges authentiques d'A380 à l'intérieur d'une carlingue reconstituée pour regarder ces audiovisuels sur l'histoire de l'aviation. Il y a même quelques dessins animés, des évocations de la restauration des avions, des métiers ou de l'espace. Et puis cet espace est complété aussi par une zone ludothèque avec une zone d'arcade et une zone avec des dispositifs ludiques. Cette médiathèque qui joue sur les codes aéronautiques est située entre le hall de la Première Guerre mondiale et le tarmac. Elle s'appelle d'ailleurs la salle d'embarquement de façon tout à fait délibérée parce que c'est une façon d'embarquer et de prolonger sa visite en découvrant un certain nombre de ressources que l'on pourra retrouver par exemple sur Internet qui permettent aux gens, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, de poursuivre leur voyage dans l'espace et dans le temps. La visite spatiale se poursuit également sur le tarmac, avec 2 maquettes grandeur nature des fusées Ariane 1 et Ariane 5, construites à l'occasion des Salons du Bourget 1979 et 1995. D'autres espaces sont visitables comme celui de la cocarde, le hall des prototypes ou encore le hall des pionniers de l'air. L'ensemble de la collection du Musée de l'air et de l'espace transporte le visiteur dans l'histoire de l'aviation et ouvre même les perspectives des voyages sur Mars. Le Musée de l'air et de l'espace vous accueille du mardi au dimanche, de 10h à 17h, pour faire un pas au musée.